Bienvenue aux 20h, bonsoir à tous. On ouvre le journal avec ce carnet noir à l'international. Chirac l'Africain n'est plus l'ancien président français, a tiré sa révérence ce jeudi 26 septembre 2019 dans sa résidence parisienne de Tournon à l'âge de 86 ans. Retour avec James William Baguidi sur le parcours exceptionnel d'un des dirigeants français les plus attachés au continent africain. La France est en deuil, et sans doute l'Afrique aussi. Jacques Chirac est mort. L'ancien président français est décédé ce 26 septembre dans sa résidence parisienne à l'âge de 86 ans. Quand il passait les jeunes années de sa vie dans ces rues de Ferriol en Corrèze, nul ne pouvait évidemment imaginer le fabuleux destin de celui qui sera plus tard ministre, Premier ministre, maire de Paris et président de la République française. Un parcours durant lequel Jacques Chirac, héritier du gaullisme, va plus que jamais perpétuer les liens parfois ambigus avec les dirigeants du continent africain. En quittant le pouvoir en 2007, il aura roulé sa bosse auprès de tous ses prédécesseurs de la Ve République, à l'exception notable de Charles de Gaulle, dont il est pourtant un des grands héritiers. Ministre sous Pompidou, Premier ministre sous Valéry Giscard d'Estaing, successeur de François Mitterrand, il aura tout au long de ce parcours cultivé sa figure africaine, paternaliste et même interventionniste. Chirac l'Africain aura ainsi poursuivi, sinon ravivé la politique france-africaine, beaucoup plus tournée vers les intérêts de la France et des dirigeants africains que ceux des peuples. Sa mort laisse également orphelin un continent en butte à la lutte contre les faux médicaments. Son appel de Cotonou lancé en mai 2009 va finir de le réconcilier avec ceux qui en 2003 avaient déjà changé leur regard sur lui en raison de son refus de la guerre en Irak. Chirac l'Africain est peut-être mort, mais son héritage reste prégnant, encore plus en Afrique que dans sa France natale. Paix donc à l'âme de l'illustre disparu. En attendant leur grand oral devant le chef de l'État, 4 diplomates étrangers ont présenté ce jeudi matin les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il s'agit notamment des ambassadeurs de la Finlande, de la République tchèque, de l'Indonésie et de la République islamique de Pakistan. Les précisions de ce ballet diplomatique, c'est avec Nicanor Kovi et Bruno Rotebu. Marathon diplomatique pour Aurélien Agbenonsi ce matin. En son cabinet roue de l'aéroport, le ministre des Affaires étrangères a tâté le pouls des nouveaux chefs de mission agréés au Bénin. À ce jeu d'échange de bons procédés, les 4 ambassadeurs reçus par le chef de la diplomatie béninoise ont révélé des personnalités distinctes et étaient porteurs de messages divers. Le docteur Juhani Pulkkinen est un universitaire de 62 ans, nommé en 2018 ambassadeur de la Finlande près la République fédérale du Nigeria, avec juridiction sur le Bénin. S'il entend concourir à approfondir une coopération vieille de plus de 60 ans entre les deux parties, c'est au sujet des échanges commerciaux que le nouvel ambassadeur finlandais s'est montré le plus prolixe à sa sortie d'audience. Les relations commerciales avec le Bénin, un intérêt partagé également par Marek Skolil, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque près le Nigeria, avec juridiction sur le Bénin. L'ancien étudiant de l'Université de Paris 9 Dauphine a affiché plein optimisme quant à l'avenir après son tête-à-tête avec Aurélien Agbenonsi. Tout d'abord, ceci est ma première visite dans votre beau pays. Je suis très heureux qu'enfin j'ai pu commencer le travail de nouer les liens ici. Nous avons parlé des domaines, pour vous donner quelques exemples, comme l'agriculture et notamment la mécanisation agricole, ce qui est un domaine où traditionnellement les Tchèques ils ont beaucoup à offrir et où, bien entendu, un domaine qui fait partie du programme d'action du gouvernement ici au Bénin. Nous avons parlé également du domaine de l'innovation, de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur.
C'est un deuxième domaine très important. Et nous allons voir si aussi dans les autres domaines comme le transport, etc., nous pourrons trouver des atomes crochus pour le développer. Pour sa part, le général Waka Ahmad Kingravi était porteur d'un message de satisfaction de son gouvernement quant à l'état des échanges commerciaux entre le Bénin et le Pakistan. Désormais, l'officier supérieur de l'armée pakistanaise à la retraite espère contribuer à la diversification des secteurs de coopération entre les deux pays. Dernier diplomate reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le docteur Usra Indra Hararap est diplômé en sciences politiques, représentant désormais les intérêts de la République de l'Indonésie près le Bénin et le Nigeria. Il est âgé de 59 ans, marié et père de 3 enfants. La présentation des lettres de créance de ces 4 ambassadeurs au chef de l'État Patrice Talon marquera l'officialisation de leur début de mission au Bénin. Demain, vendredi 27 septembre, l'on célèbre la journée mondiale du tourisme et cette journée vise à sensibiliser la communauté internationale à l'importance du tourisme et à sa valeur du point de vue social, culturel, politique et économique. Le Bénin, à travers l'événement, veut valoriser le riche potentiel du pays et c'est la substance du message du ministre Jean-Michel Abimbola que nous vous proposons de suivre. Le Bénin fait partie du concert des nations. Donc une journée internationale, disons, concerne notre pays et à ce titre, nous devons prendre notre part. En plus, il y a un investissement massif qui est fait depuis 2016 pour permettre véritablement au tourisme d'être un moteur de croissance et un moteur de création d'emplois. Et précisément, vous savez que le thème de cette année est relatif à l'emploi et le gouvernement du Bénin a estimé que sur la période 2016-2021, il était possible de créer un peu moins de 200 000 emplois directs, ce qui est énorme dans le domaine touristique. Le Bénin, notre pays, est doté d'atouts et de potentialités énormes. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Béninois sont informés que notre pays a une ressource exceptionnelle qu'on appelle le parc de la Pendjari, où des investissements importants ont été faits et ce parc a été mis en gestion avec African Parks qui aujourd'hui a hissé la Pendjari au rang des parcs les plus intéressants et les plus importants de l'Afrique. Vous avez par ailleurs des investissements importants qui sont en train d'être faits. Évidemment, vous avez l'aménagement de la route des pêches qui est quand même formidable et qui ouvre sur l'océan et cela va se poursuivre jusqu'à Avlekété où il y aura une cité balnéaire qui sera construite avec des investissements très importants, avec le Club Med et d'autres opérateurs de renom en la matière. Vous avez par ailleurs le tourisme mémoriel, toujours dans la cité historique de Ouida, qui sera développé avec un certain nombre d'investissements et d'attractions qui vont permettre de capter l'attention des touristes béninois et étrangers. Au niveau d'Abomey, la modernisation et la construction d'un musée qui va évidemment nous conter l'histoire de nos rois et l'histoire de nos Amazones. Là également, vous savez que les palais d'Abomey sont des palais, disons, qui sont reconnus par l'UNESCO. Nous allons également capitaliser sur cela, faire un investissement important. Et le projet est validé par l'UNESCO pour que Abomey demeure une attraction importante
en lien également avec des communes avoisinantes et des attractions telles que la grotte souterraine d'Agongoïto à Boïcon. Vous allez avoir à Ganvié la cité lacustre, ou quand vous allez aujourd'hui sur Ganvié, vous verrez que le gouvernement réalise déjà des investissements importants, notamment des habitats, des villas témoins pour améliorer l'habitat des populations. Et il y a un balisage des chenaux et des routes pour que, de la même façon qu'on construit une route ou une autoroute, on puisse construire les voies d'accès à Ganvié et également un certain nombre d'investissements pour faciliter et améliorer le cadre de vie des habitants de cette cité exceptionnelle pour notre pays. Nous avons également du cultuel que nous allons évidemment vendre d'un point de vue culturel. Nous pouvons prendre le vaudou comme une curiosité culturelle pour que, disons, le monde, l'Afrique et le monde puissent venir découvrir cette particularité de chez nous. Nous allons développer ce que nous appelons la route des couvents pour que le Bénin et le monde puissent avoir un regard moins négatif sur cette originalité béninoise, sans pour autant que nous soyons évidemment dans le cultuel. Je saisis cette occasion, cette journée, pour demander à nos compatriotes de saisir l'opportunité ce vendredi 27 septembre 2019 pour aller découvrir des communes, des villes que vous ne connaissez pas, pour aller à la plage, pour aller à Huida, pour aller à Porto Novo, pour aller à Bomé, ceux qui ont la possibilité de monter un peu plus loin, pour aller dans la Takura, pour aller découvrir les collines du Bénin et pour également en profiter pour vous rendre compte que le Bénin est une mosaïque exceptionnelle de culture, de richesse. Le chef de l'État, le président de la République, est déterminé à révéler le Bénin au monde. Donc j'invite les Béninois avec enthousiasme à aimer, à découvrir leur pays. Eh bien, autant le Bénin est engagé à valoriser son potentiel touristique, autant il est engagé à mettre en œuvre des politiques nationales de lutte contre le changement climatique. En partenariat avec l'unité d'appui du NDC Partnership, les acteurs impliqués dans cette dynamique se sont réunis en atelier ce 24 septembre à Cotonou. Objectif, s'informer et échanger sur l'étape de la contribution déterminée au niveau national. C'est un reportage signé Malini Chibozo et Alexis Krenom. Cette rencontre fait suite aux récentes discussions entre le NDC Partnership et le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Elle est destinée à évaluer le niveau d'évolution du Bénin et aux besoins lui apporter l'expertise nécessaire pour l'atteinte des objectifs dans la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national, CDN. Ce processus nous a permis d'apprendre beaucoup de choses par rapport au pays où nous travaillons. Nous sommes actuellement actifs dans plus d'une cinquantaine de pays. En termes d'adhésion, il y a plus de 36-37 pays au niveau du continent africain. Et nous apprenons chaque jour par rapport à le processus, par rapport aux besoins de ces pays. Donc je suis très ravi ici d'être à Cotonou parce que le Bénin était le premier soumissionnaire pour cette initiative. La mise en œuvre de la CDN implique non seulement l'atténuation des gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. Il me plaît aussi de présenter les principaux objectifs de la mission qui sont les suivants. Compréhension de l'état de l'avancement de la mise en œuvre de la CDN du Bénin par les principaux secteurs. Établir une cartographie des acteurs et des initiatives soutenant la mise en œuvre de la contribution au Bénin, y compris les partenaires au développement travaillant avec le gouvernement. Discuter des défis et des besoins d'appui pour la mise en œuvre de la CDN du Bénin et présenter le NDC Partnership. Voilà pour ce qui concerne les objectifs donc, de la présente mission. À
À l'issue de cet atelier, les participants seront informés sur le fonctionnement du NDC Partnership et l'appui financier et technique apporté par le partenariat. De même, ils feront ressortir les défis et besoins dans le cadre de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national du Bénin. Toujours dans le volet climat, l'association Engagement Action Sociale, en partenariat avec l'Union européenne, sensibilise les enfants aux méfaits des sachets plastiques. Et c'est dans le cadre de la semaine de la diplomatie climatique. La séance de sensibilisation a eu lieu à la Maison des Jeunes d'Akpakpa. Reportage. Un rendez-vous de travaux manuels. Ici, les enfants sont réunis pour redonner une autre vie aux objets recyclés qui polluaient l'environnement. Occasion idéale pour dénoncer l'utilisation des sachets plastiques. Une séance comme ça nous amène à la fin à avoir des ambassadeurs, des enfants éco-citoyens qui comprennent qu'il ne faut pas jeter, qui comprennent qu'à la maison, ils doivent veiller même à ce que leurs parents n'utilisent pas de sachets plastiques. Et donc pour nous, quand on parle de protection de l'environnement, il faut passer absolument par les enfants. Des enfants qui visiblement sont prêts pour le combat. Les sachets, c'est dangereux et qu'il faut arrêter de prendre des sachets, qu'il faut arrêter aussi de les jeter dans la rue. J'ai retenu que les sachets, il ne faut pas les jeter dans la rue parce que des fois, ça nous tue. Quand on jette un sachet, ça nous tue et ça prend 400 ans à se dégrader. Il ne faut pas jeter et arrêter de polluer. Une séance de sensibilisation qui s'ajoute aux activités de la semaine de la diplomatie climatique organisée par l'Union européenne. C'est les enfants qui sont là, qui devront prendre en compte les erreurs que nous, les adultes, on fait aujourd'hui, parce que c'est eux qui devront trouver les solutions et trouver la créativité pour résoudre ce problème que nous-mêmes on crée, aussi bien pour la nature avec les sachets que pour le changement climatique. Et ce lieu aussi est important pour nous parce qu'il symbolise la problématique de la ville, la problématique de la jeunesse, les villes qui sont croissantes, qu'il faudra gérer. Et c'est un combat qu'on mène ensemble avec les autorités. La séance a aussi permis d'exposer quelques objets fabriqués par les jeunes du quartier Akpakpa Dodoma et ses enfants, déjà de vrais défenseurs de l'environnement, à l'instar de la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Le président du Conseil économique et social, Tabik Bien, a reçu à son cabinet le président de l'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants du Bénin et le président de la Fédération africaine de la photographie. Entre autres sujets abordés, les problèmes des éleveurs du Bénin et les activités de la Fédération africaine de la photographie à l'endroit des photographes. Suivez les hôtes du CES au sortir de l'audience. Nous sommes venus rencontrer le président pour lui dire que les éleveurs ont besoin de la libre circulation, comme on le dit, la libre circulation des biens et des personnes. Ok, pour que ça soit une libre circulation des biens et des personnes, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on circule avec nos animaux, mais si nous n'avons pas de couloir, de pâturage, de transhumance, on ne peut pas avoir une bonne circulation des biens et des personnes. Et nous avons aussi voulu rencontrer le président pour lui dire d'essayer de voir les autorités pour qu'on ait des regroupements de campements. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez les éleveurs, ils sont dispersés dans toute l'étendue du territoire, ils n'ont pas de village et les braqueurs, les bandits s'attaquent à eux, ils brûlent les maisons, ils arrachent leurs biens et ils s'en vont. Alors nous avons vu qu'il faut qu'ils soient en groupe. Et nous voulons aussi qu'il y ait l'éducation. Si on n'est pas regroupé, on ne peut pas mettre nos enfants à l'école. Alors voilà, nous avons dit, il faut qu'on se rapproche du président, puisqu'il est pour le social, il n'a qu'à intervenir pour que ça soit une réalité. Nous sommes venus rendre visite à notre parrain, qui est sur les activités de la FAP. Nous sommes venus aussi lui donner nos modifications sur les activités de la FAP. La FAP les activités étaient prévues au mois de février
Mais suite à certaines complications, nous avons reporté ça dans le mois de août et septembre. Donc nous sommes venus lui faire part des changements de date par rapport aux activités de la FAP. Dans les activités qui sont dans la FAP, il y a la quinzaine de la photographie. Et il y aura aussi une grande exposition. Il y aura aussi une soirée de gala dédiée où des photographes seront récompensés par rapport à leurs activités. Plus de 300 kits scolaires distribués aux orphelins et enfants vulnérables à Tanguita. C'est une initiative de l'association Élite Atakora, laquelle association compte participer à l'éducation de ces enfants issus de couches défavorisées. Les bénéficiaires viennent des communes de Kobli, Materi, Bukumbe, Tukuntuna, Tanguita et Natitengu. Calvador Awanou et Monel Benameto pour le reportage. Cette remise de kits scolaires est une activité annuelle de l'association. Nous sommes convaincus que l'éducation est réellement l'arme la plus efficace qu'on peut utiliser pour changer le monde, comme l'a dit Nelson Mandela. Pour nous, l'éducation est l'arme qu'il nous faut pour sortir du cycle vicieux de la pauvreté et pour guérir beaucoup des déviances que nous constatons aujourd'hui dans nos sociétés, l'exode rural, le mariage précoce, le mariage forcé, l'alcoolisme juvénile et la dépravation sous toutes ses formes. Ces dons devraient être pour les bénéficiaires une motivation pour plus d'ardeur au travail. Chers enfants, vous devriez comprendre que vous n'êtes pas laissés pour compte. Il y a des gens qui aujourd'hui sont éveillés, qui savent qu'à travers vous, de grandes personnes vont sortir. Alors, l'intérêt que je demanderai de vous serait que vous soyez vraiment, vous allez à l'école comme il le faut et que vous ayez de grands diplômes pour que ceux qui vous donnent ces kits-là ne soient pas découragés, que la peine ne soit pas vaine. Nous allons prier à l'ONG Élite Atakora qu'elles aient plus de recettes pour vous donner plus de cadeaux par rapport à ce que j'ai vu. Travailler pour de meilleurs résultats scolaires, les bénéficiaires en ont d'ailleurs pris l'engagement. On vous promet que d'être sage, respectueux et bien travailler et aller en classe supérieure, puisque vous soyez heureux et nous distribuer plus de fournitures scolaires l'année prochaine. L'association Élite Atakora est engagée depuis quelques années aux côtés des personnes vulnérables. Elle mène des actions sociales axées par ailleurs sur le développement. Parlons santé pour finir. Plusieurs responsables de la société civile d'Afrique se sont retrouvés autour d'une même table à Cotonou. Ils ont plaidé pour une augmentation des financements domestiques alloués à la santé et en particulier à la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Les précisions avec Enoch Rumpatin et Wenceslas Amoimou. Les organisations de la société civile du Bénin et celles des autres pays de la sous-région se donnent la main pour inciter les dirigeants africains à mobiliser davantage des ressources domestiques dédiées au service de la santé des populations. Que seraient nos pays sans des citoyens en bonne santé? Convaincus que la bonne santé des populations préoccupe les dirigeants au plus haut niveau et fiers des engagements pris par les États africains dont le Bénin, nous interpellons les plus hautes instances de ce pays, le Bénin, à mettre plus de rigueur dans le respect des engagements pris en matière de santé. Ces responsables d'ONG reconnaissent et saluent unanimement les efforts du gouvernement du Bénin en matière d'investissement dans ce secteur. Nous notons avec gratitude que lors de la 5e reconstitution des ressources du Fonds mondial en 2016, le Bénin a contribué à hauteur de 2 millions de dollars à l'objectif mondial visant à mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme. Cependant, elle souhaite la participation et la contribution du Bénin à toutes les réunions de prise de décision et de mobilisation de fonds. Nous sollicitons en cette année où la communauté internationale se réunit en France en octobre pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial que 1. Le Bénin augmente sa contribution à 3 millions au moins de dollars, soit 1,5 milliard de francs CFA pour la 6e reconstitution des ressources du Fonds mondial. 2. Le président Patrice Athanase Guillaume Talon
assiste à la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial à Lyon, en France, du 9 au 10 octobre, et parle de l'engagement du Bénin, de même que ses perspectives relatives à l'augmentation des ressources nationales pour la santé. Un effort supplémentaire est donc demandé aux décideurs afin que le Bénin connaisse une lutte accélérée contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Réplique de la Sénat suite à la sortie médiatique du 15 septembre dernier du président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, Emmanuel Tiando, encadré par ses collègues commissaires de la Sénat, a battu en brèche les propos de Jean-Baptiste Elias. Il a affirmé à la presse que le président de l'ANC a manqué de professionnalisme et d'objectivité. Vous le suivrez dans nos prochaines éditions. Et ce 20h prend ainsi fin. Merci de l'avoir suivi. William Tchouki vous retrouve à 23h30 pour la dernière édition de cette journée.